Si je vous parle d'un bateau disparu, dont on retrouve le canot de sauvetage échoué, ainsi que quelques affaires appartenant aux personnes présentes sur le bateau dispersées, comme ça, à droite à gauche, sur des plages aux alentours, vous allez probablement me dire qu'il s'agit d'un naufrage, d'un accident. Mais si j'évoque la possibilité qu'on retrouve des traces de sang dans la maison de la personne ayant loué ce bateau, et que cette même personne ait eu un comportement étrange quelques jours avant d'embarquer, eh bien peut-être allons-nous arriver à la conclusion qu'il y ait peu de chances qu'il s'agisse d'un accident. Et tout cela donne lieu à un des plus grands mystères de ces dernières décennies, une histoire qui va subir des rebondissements constants, notamment grâce à l'océan qui va faire remonter des indices à la surface régulièrement. Certains d'entre eux vont être assez macabres d'ailleurs, on va le voir. Va également y avoir la présence d'un corbeau qui va envoyer plusieurs lettres pour envoyer les enquêteurs à droite à gauche sur des pistes plutôt farfelues. Et puis il y a les premières découvertes qui vont être faites dans la maison et ça donne le ton pour la suite de l'histoire. Mais il y a aussi la vie de la personne qui a loué ce bateau qui est très intrigante, le docteur Yves Godard, qui, nous allons le voir, est très spécial lui-même, traîne dans des histoires assez original aussi, comme je vais vous le raconter, un petit peu sa personnalité, sa vie professionnelle et le fait qu'il soit légèrement en marge de la société. Mais une chose est sûre, le docteur Godard, il avait préparé son coup au mois de septembre 1999, mais peut-être pas aussi bien qu'il aurait voulu. Avant de revenir au mystérieux mois de septembre 1999, là où toute cette histoire de YouTube. Voilà. Le 5 septembre 1999, la mer est calme en Bretagne, au nord de l'île de Batz, alors qu'un chalutier aperçoit une annexe à la dérive. Une annexe, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un petit bateau pneumatique qui permet de débarquer des passagers sur la terre. Donc c'est un petit bateau pneumatique qui fait la liaison entre le gros navire porteur qui a jeté l'ancre et la terre qui sert à débarquer tous les passagers. Donc en cette belle journée du 5 septembre, les pêcheurs du chalutier retrouvent cette annexe et c'est très inquiétant. Ça, il faut le savoir pour ceux qui n'ont pas l'habitude de la mer. Retrouver une annexe à la dérive, en fait, ça laisse présager un naufrage. Donc ils vont récupérer cette annexe, les pêcheurs, et ils vont trouver des choses intéressantes. Dedans, tout d'abord un blouson, puis ensuite un chéquier, ce qui est assez inhabituel, qui est coincé sous une partie du bateau. Ils vont prendre ce chéquier, il porte le nom d'Yves Godard. Les pêcheurs vont réussir à voir les informations sur cette annexe pour comprendre d'où elle vient. Elle appartient à un voilier qui s'appelle le Nick. Les pêcheurs préviennent la gendarmerie maritime et les recherches commencent pour retrouver Yves Godard et ce fameux voilier disparu. Tout de suite, on découvre que ce voilier a été loué pour la période du 1er septembre au 5 septembre par Yves Godard, qui est docteur, qui avait prévu de faire une petite croisière avec ses deux enfants, Marius 4 ans et Camille 6 ans, et on imagine sa femme Marie-France. Il est donc censé rentrer le 5 septembre à Saint-Malo et rendre le voilier qu'il a loué. Sauf que le 5 septembre, eh bien, c'est le jour où on retrouve l'annexe à la dérive et que le voilier ne rentre pas au port de Saint-Malo. Et là, plusieurs choses vont inquiéter les gendarmes dès le départ. Ils vont sentir que c'est pas normal parce que le voilier ne rentre pas le 5 septembre. Ils commencent à contacter les proches de ce fameux Yves Godard et ses proches disent que Yves est un marin aguerri, qu'il part en croisière comme ça, qu'il navigue avec des voiliers depuis des années et que le fait de perdre son annexe en mer, d'avoir du retard sur sa croisière et de ne toujours pas avoir rendu son voilier, ça ne lui ressemble pas du tout, c'est des erreurs de débutant, ce qui n'est pas le cas, très très loin d'être le cas d'Yves Godard. Autre chose qui va inquiéter les enquêteurs, c'est qu'ils vont se rendre compte que le voilier a été réservé le 17 août par Yves Godard, donc 2 semaines avant, et en contactant ses proches, ils vont se rendre compte que les proches ne sont pas du tout au courant qu'il a prévu de se faire 5 jours de croisière avec sa famille. Après, vous allez me dire, bon, il n'est pas obligé d'appeler tous ses proches dès qu'il fait la moindre activité, mais quand même, on peut se dire que c'est un peu louche. Et là, il y a l'élément qui fait le plus peur aux enquêteurs, c'est qu'ils vont parler au loueur de voilier, à celui qui a loué ce bateau à Yves Godard. Et cette personne va affirmer que
Yves a embarqué avec ses 2 enfants, Marius et Camille, tous les 3, ils sont montés sur le voilier et sont partis. Cependant, Marie-France, la femme d'Yves Godard, elle aussi a disparu depuis le 1er septembre au même titre que le reste de la famille. Sauf qu'elle n'a jamais embarqué vraisemblablement sur ce voilier parce que le loueur ne l'a jamais vue de sa vie. Elle est disparue au même titre que la famille. Donc, où a bien pu passer Marie-France Godard ? Et là, un premier avancement dans l'enquête va avoir lieu parce qu'on va retrouver un douanier qui a effectué apparemment un contrôle sur le Nick, sur le voilier loué par Yves Godard, le 2 septembre dernier. Apparemment, c'est la dernière personne à les avoir vus en vie. Alors que ce douanier navigue près de la baie de Saint-Brieuc, à l'ouest de Saint-Malo, il aperçoit le Nick. Il aperçoit le voilier loué par Yves Godard. Et là, il y a quelque chose qu'il trouve étrange, c'est que le voilier utilise son moteur alors que les conditions sont parfaites pour utiliser la voile. Et en général, les gens qui prennent des voiliers, c'est pour se faire plaisir quand il y a du vent, utiliser la voile. Utiliser le moteur dans ces conditions-là, ça n'a pas beaucoup de sens et ça va intriguer le douanier qui va décider de faire un petit contrôle de routine. Et là, le douanier va raconter qu'il va tomber sur un Yves Godard qui a l'air fatigué, mais surtout très stressé. Il semble vraiment, il se gratte comme ça toutes les 2 secondes, il regarde un peu partout, c'est quelqu'un qui n'a pas l'air tranquille. Du moins, c'est le sentiment que va avoir le douanier quand il va contrôler Yves Godard. Mais tous ses papiers sont en règle, il va appeler le loueur de bateau qui va confirmer, il a son permis, il a ses assurances, tous ses papiers sont en règle, c'est juste le comportement du docteur qui paraît étrange. Mais le douanier va se souvenir de 2 choses intrigantes, 2 choses qui font un petit peu froid dans le dos. Parce qu'il va raconter qu'au moment où il parle à Yves Godard, où il le contrôle pour ses papiers, Yves Godard fait barrage de son corps entre l'extérieur et l'intérieur et la cabine, en fait. Le douanier va avoir le sentiment qu'Yves Godard est comme ça, il est posé dans la porte, si vous voulez, il a un langage corporel qui fait qu'il interdit au douanier de rentrer. Si le douanier avait voulu rentrer, il serait rentré, mais Yves Godard semble protéger la cabine, et le douanier va voir un enfant, donc certainement Marius ou Camille, allongé sur une petite couchette, il est allongé sur le ventre de tout son long, il a les bras qui tombent, comme ça, qui tombent vers le sol, quoi, et l'enfant, il bouge pas. Et comme ça, il bouge pas, il semble anesthésié, il semble dans le coma. Et ça va intriguer le douanier. Il va trouver ça bizarre que l'enfant ne bouge pas une seule fois. Alors bon, encore une fois, c'est comme les proches d'Yves Godard qui sont pas au courant de sa croisière, c'est des détails anodins parce que les enfants très jeunes, souvent, ils s'écroulent, ils sont épuisés et puis ils peuvent passer 4 heures comme ça à dormir dans la même position. Donc c'est pas ça le problème, mais en fait, quand on est au courant de la suite de l'affaire, ça fait sens. Mais sur le moment, le douanier va quand même se dire « Tiens, c'est bizarre ». Second détail un peu plus macabre cette fois-ci, c'est une housse de planche à voile. Donc forcément qui fait la taille d'une planche à voile, ça peut faire 2 mètres. Et cette housse, si vous voulez, elle est posée à l'avant du bateau, donc à l'extérieur, et elle semble remplie par quelque chose d'assez gros, d'assez volumineux, quelque chose qui pourrait ne pas être une planche à voile, mais qui pourrait être aussi une grosse planche à voile. Mais si vous voulez, c'est quelque chose de gros qui est présent dans cette housse, et le douanier va la regarder comme ça. Il va trouver ça, encore une fois, étrange. Il va se dire, bon, malgré tout, peut-être que c'est une grosse planche à voile, c'est possible aussi, mais il a un feeling assez sombre quand il contrôle le Nick. Le douanier va finalement partir, il va quitter le Nick après son contrôle. Il aurait pu il aurait pu le fouiller, il aurait pu le contrôler de façon plus approfondie, mais s'il devait faire ça, dès qu'un navire lui semble étrange, il y passerait des heures. Donc le douanier s'en va, et plus personne ne reverra jamais, apparemment, la famille Godard, et surtout ce fameux voilier qui va disparaître complètement. Donc avec ce début d'enquête, les enquêteurs savent que vraisemblablement c'est pas un naufrage, c'est pas un accident, c'est pas une disparition anodine, ils s'attendent au pire. Le 5 septembre, donc, on retrouve le canot de sauvetage, les Godard ne reviennent pas. Les enquêteurs vont laisser passer la journée du 6 septembre, parce qu'ils se disent peut-être que Yves Godard a du retard, qu'il lui est arrivé quelque chose en mer, quelconque raison, peut-être qu'il va rentrer le 6 septembre. À ce moment-là de l'enquête, c'est totalement possible, peut-être qu'on se fait des films. Sauf que le 6 septembre, bien sûr, les Godard ne rentrent pas.
Et le lendemain, le 7 septembre, les enquêteurs passent à l'action. De belles découvertes les attendent. À ce stade-là, la thèse criminelle n'est toujours pas avancée, mais vous allez voir que ça va rapidement changer quand les enquêteurs vont découvrir un petit peu ce qui se passe dans la voiture d'Yves Godard. Ils vont arriver sur le parking du port des Sablons à Saint-Malo, là où Yves Godard a laissé sa voiture avant d'embarquer sur le Nick. Ils vont l'ouvrir et directement une odeur étrange s'en dégage. C'est un mélange de produits nettoyants et d'autres choses. Ils vont retrouver en effet des produits nettoyants qui sont à moitié vidés et qui ont été utilisés dans le véhicule pour nettoyer des traces brunâtres. Ils vont également trouver de la morphine, un puissant antalgique, ce qui est encore une fois très inquiétant, c'est pas normal de trouver ça dans une voiture. Et ces taches brunâtres qui ont été en partie nettoyées, bien sûr, ils vont comprendre rapidement que c'est du sang et ils vont l'envoyer pour analyse. Après ces découvertes très inquiétantes, ils enchaînent bien sûr avec la maison des Godard, la maison de Yves Godard, Marie-France, Marius et Camille qui se trouve à Tilly-sur-Seulles, à côté de Caen. C'est une vieille maison qui est un petit peu en bazar de l'extérieur, mais qui possède un pont qui date de l'époque gréco-romaine, qui est absolument magnifique. Je vous invite à voir les photos, même si je pense que j'en mettrai dans la vidéo. On est obligé d'emprunter ce pont pour accéder à la maison des Godard. Les enquêteurs pénètrent dans la maison, ils sont accompagnés d'Olivier Queneau, le maire de Tilly-sur-Seulles, qui sera d'ailleurs présent pas mal de fois pendant l'enquête, qui donnera des interviews que j'ai regardées pour préparer ce récit. Les enquêteurs rentrent dans la maison des Godard, ils vont aller directement dans la chambre parentale. Et là, ils vont voir sur le mur des espèces de jets de sang, des éclaboussures de sang, si vous préférez, qui ont encore une fois été en partie nettoyés. Donc on les voit rapidement, si vous voulez, le sang est séché, donc il n'est pas rouge pétant du tout, c'est du sang qui est limite noir, en fait, qui se rapproche du noir. Donc on pourrait penser que ça peut être une éclaboussure d'autre chose, mais rapidement ils vont comprendre que c'est du sang. Ensuite, il y a un des enquêteurs qui va s'asseoir sur le lit pour réfléchir à ce qui se passe, à ce qu'il est en train de voir. Et puis, alors qu'il est assis sur le lit, il va soulever un petit peu la couette, et là, il va voir, pareil, une tache assez étrange. Il va se lever, il va voir une espèce de tache brunâtre sur le matelas qu'il va retourner, et là, il va voir la tache de sang. Une tache de sang énorme, d'environ 1 mètre, qui est en fait tellement énorme qu'elle a pénétré le matelas, et que même en l'ayant retourné, parce que vraisemblablement quelqu'un a retourné ce matelas pour essayer de minimiser la taille de cette trace, le sang avait traversé le matelas, pour vous dire un petit peu à quel point la quantité est importante. Dans la salle de bain, on retrouve le gant de toilette qui appartient à Yves Godard. Après analyse, on en est sûr. Ce gant de toilette était imbibé de sang. C'est vraisemblablement celui-ci qui a servi à nettoyer en partie des traces de sang. Et en plus de ça, on va en retrouver dans le salon, à quelques endroits de la maison. Bref, il s'est passé quelque chose, et il s'est passé quelque chose de très grave dans la maison des Godard. Comme dans la voiture, des prélèvements sont faits sur le sang, avec le sang retrouvé dans la maison. Il est envoyé pour analyse, et quelques jours après, les résultats tombent. Il s'agit à 100% du sang de Marie-France Godard. Personne d'autre. On retrouve, c'est pas le sang des enfants, il n'est pas mêlé au sang des enfants à Yves, non, c'est Marie-France Godard à 100%. Et au vu des quantités qui sont retrouvées, il se peut qu'elle soit encore en vie, mais il y a quand même très peu de chance parce que la quantité est assez importante. Bien sûr, la question se pose, qu'est-il arrivé à Marie-France Godard, sachant qu'encore une fois, personne ne l'a vue embarquer sur le bateau? C'est ça qui est très flippant, c'est que le loueur ne l'a jamais vue, il y a des traces de sang partout qui lui appartiennent dans la maison. Où est-ce qu'elle est? Donc évidemment, un mandat d'arrêt international est émis à l'encontre d'Yves Godard qui, pour l'instant, est considéré comme en cavale. Et là, les enquêteurs vont retourner toute la maison des Godard à la recherche d'indices. Et là, ils vont mettre la main sur un élément très important, c'est l'agenda d'Yves Godard, où il note toutes ses consultations. Je vous rappelle qu'en 99, il n'y a pas de Doctolib et de je ne sais quoi, tout est noté sur papier.
Et bien sûr, les gendarmes se penchent sur la semaine du 1er au 5 septembre, où le docteur était parti en mer, mais pourtant, il y a des rendez-vous qui sont notés au 1er, au 2, au 3, au 4, au 5 septembre. Il a des journées complètes, le docteur Yves Godard, alors qu'il savait très bien qu'il partait, qu'il n'était pas présent. Donc pourquoi prendre des rendez-vous? Et là, évidemment, les gendarmes vont appeler les patients qui sont notés sur cette semaine-là, et les patients vont dire non, j'ai pas rendez-vous. Je n'ai pas du tout rendez-vous avec le docteur Godard entre le 1er et le 5 septembre. Donc ça va bien sûr inquiéter les gendarmes. Et en plus de ça, il y a d'autres noms de nouveaux patients, des gens qui ne sont pas du tout habitués du docteur Godard. Et là, les gendarmes vont vérifier et ce sont des noms qui n'existent pas. Ce sont des noms qui sont inventés de toutes pièces. C'est des gens qui n'existent pas. Donc en fait, l'agenda a été falsifié de A à Z. Cette semaine du 1er au 5 septembre, on a essayé de cacher quelque chose à quelqu'un. Parce que Yves Godard savait très bien, le 17 août, il a loué le voilier. Donc pourquoi? Et là, les enquêteurs vont s'intéresser à qui avait accès à cet agenda, qui a été trompé par ça. La seule personne qui a accès à cet agenda, c'est la secrétaire du docteur Yves Godard. Qui est la secrétaire du docteur Yves Godard? Je vous le donne en mille, c'est sa femme, Marie-France. Tout porte à croire que ce qu'a fait Yves était prémédité, que quelque chose de grave s'est déroulé dans cette maison, qu'il a fait du mal à Marie-France, peut-être même aux enfants, mais rapidement, je vais vous en parler après, mais à ce stade-là, quel est le mobile? C'est ça aussi, là, les enquêteurs ne comprennent pas ce qui se passe, parce qu'ils sont toujours tous portés disparus, on n'en a pas retrouvé un seul membre de la famille, le voilier est disparu, et encore une fois, quel est le mobile? Pour l'instant, il n'y en a pas, et les enquêteurs continuent leur enquête, mais ça part dans tous les sens et ils sont un peu perdus. Et puis la voisine des Godard va parler. Elle va dire quelque chose sujet à polémique, c'est que la famille est partie à 8h45 le 1er septembre et que Marie-France était dans la voiture, bien vivante, et qu'elle lui aurait même fait coucou. La voisine va d'ailleurs trouver ça étrange qu'elle ne lui demande pas de nourrir le chat, parce qu'apparemment, quand la famille Godard part pour quelques jours, ils demandent à cette voisine-là de nourrir leur chat, ce qu'ils vont pas faire du tout, donc elle va trouver ça étrange. Une chose est sûre, quand la famille arrive à 10h30 à Saint-Malo, 1h45 plus tard, et embarque sur le voilier, Marie-France n'est pas là. Au final, cette voisine, qui est une dame assez âgée, va se rétracter. Quelques jours après, elle va dire qu'au final, elle n'est plus vraiment sûre d'avoir vu Marie-France dans la voiture, mais ça va quand même donner une idée aux enquêteurs qui vont se dire « mais et si Yves Godard s'était débarrassé du corps de sa femme sur le trajet entre la maison à Tilly-sur-Seulles et le port de Saint-Malo ?» Ils vont refaire le trajet pour voir combien de temps ça prend. Ça prend entre 1h30 et 1h45, exactement le temps qu'a mis Yves Godard pour le faire, ce qui lui laisserait peu de temps pour sortir de la voiture, prendre le corps de la femme, le déposer je sais pas où, un endroit où on puisse surtout ne pas le retrouver. Alors qu'il y a ces deux enfants à l'arrière, ça paraît très très difficile. Ils vont quand même chercher le long de la route. Ils vont rien trouver, et en plus de ça, quelques jours après, il va y avoir une grosse tempête à la mi-septembre 1999 dans cette région-là. Une grosse tempête qui va un petit peu tout retourner, et peut-être qu'avec cette tempête s'est envolé quelque chose d'important pour l'enquête. Ensuite, les gendarmes ne retrouveront jamais le corps de Marie-France dans la région de Tilly-sur-Seulles, malgré de nombreuses recherches qui seront faites. Une autre hypothèse apparaît alors, et j'imagine que c'est celle à laquelle vous pensez, c'est celle à laquelle j'ai pensé moi directement. Et si Yves Godard avait tué sa femme à la maison, à leur domicile à Tilly-sur-Seulles, qu'ensuite il l'avait transportée via la housse de planche à voile que le douanier a aperçue à l'avant du bateau lorsqu'il a fait son contrôle, et est-ce que Yves Godard ne se serait pas débarrassé du corps de sa femme, peut-être même avec cette planche à voile, dans l'océan, tout simplement? Tout cela a du sens, mais rien ne permet de l'affirmer, et la même question revient, pourquoi? Pourquoi Yves Godard aurait-il fait ça? Quel est le mobile? À ce stade-là, les gendarmes ne comprennent rien. Aucun membre de la famille n'a été retrouvé à ce moment-là, ni même le bateau, un voilier de 9 mètres,
qui lui aussi s'est volatilisé. Pour trouver un potentiel mobile et une potentielle raison de ce crime d'Yves Godard dont on n'est même pas sûr, il va falloir se plonger dans sa vie. C'est le début de plusieurs années d'enquête et de découvertes macabres. Avant de vous apporter les révélations qui vont avoir lieu à partir de septembre 99 et pour la suite de l'enquête, je vous ai dit qu'Yves Godard était quelqu'un d'assez spécial, était un médecin spécial, et on va voir un petit peu rapidement sa vie et pourquoi est-ce qu'il était spécial. Déjà, c'était pas un médecin comme les autres, parce qu'il était adepte de médecine alternative, notamment d'acupuncture, mais c'est pas tout. Et justement, l'acupuncture, c'est une de ses passions, parce qu'il va rédiger sa thèse de fin d'études dessus. Il explique par exemple qu'on peut soigner la sciatique par l'acupuncture, ce qui va faire bien sûr bondir l'ordre des médecins. C'est un peu le chat noir, si vous voulez, dans ce monde de médecins. Et à la suite de cette thèse, d'ailleurs, qui paraît complètement aberrante pour énormément de gens, il va être condamné à 2500 € d'amende pour exercice illégal de la médecine, parce que régulièrement, sur certains de ses patients, il fait un peu de l'acupuncture qui ne plaît pas à tout le monde. Puis vous allez me dire, l'acupuncture c'est pas un truc de fou non plus, mais ça s'arrête pas là, parce que le docteur Yves Godard, de temps en temps, il réalise des consultations avec une voyante à ses côtés, qui tire les cartes, qui fait brûler de l'encens, il soigne aussi par l'astrologie, il fait beaucoup d'astrologie. Alors, c'est des choses qui m'intéressent, je sais pas s'il méritait d'être condamné pour ça, mais en tout cas, voilà, c'est pas le médecin de base, si vous voulez. Il pratique la médecine avec d'autres moyens, et forcément ça plaît pas du tout. Il se met en quelque sorte en marge de ses collègues, en marge de sa profession. Et Yves Godard, il y a quelque chose qu'il déteste par-dessus tout, comme beaucoup de gens j'imagine, c'est les impôts, c'est l'URSSAF. Yves Godard, vraiment, il déteste les impôts, tout ce qui est cotisation sociale, cotisation assurance maladie, caisse de retraite, etc. On est en France, comme tout le monde, il a des grosses cotisations à payer, des impôts, etc. Il estime que c'est trop, et arrivé à un moment dans sa vie, il va tout simplement arrêter de payer. Donc forcément, il va se faire embêter par les impôts, et on va lui demander, à chaque fois il va y avoir des intérêts, il va devoir rembourser des sommes toujours plus importantes, de temps en temps les huissiers, etc. Du coup, il va mettre tous ses biens, les maisons, les voitures, tout ce qu'il peut, il le met au nom des enfants, de ses enfants, pour éviter les saisies. Et en 1998, un an avant nos événements, son taux d'endettement, qui est calculé, pas son taux d'endettement, la somme totale qu'il doit est calculée par les gendarmes, et elle est de 300 000 €. Alors là, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Vous êtes en train de vous dire que je vous expose le mobile du crime, que petit à petit, on va arriver à la thèse de l'endettement et on va faire une Xavier de Ligonnès 2.0, parce qu'il aurait peut-être tué sa famille parce qu'il était endetté 300 000 €, etc. C'est vrai que c'est une grosse somme, 300 000 €, c'est vrai qu'il était endetté, mais si vous voulez, c'était son propre choix, c'est lui qui s'était mis en marge de la société, qui ne voulait plus payer ses cotisations. Mais au final, selon le juge d'instruction qui s'est occupé de ces déboires-là financiers, c'est pas vraiment ça, parce que cette somme-là, pour un médecin de son statut, n'était pas insurmontable. Parce que Yves Godard, il a très peu de charges, encore une fois, il est médecin, et s'il veut se remettre dans le vert, ça peut prendre quelques années, c'est vrai, mais c'est totalement possible. On n'est pas sur un Xavier de Ligonnès qui n'a pas vraiment de métier, qui a lancé son entreprise qui marche pas, et qui du coup est obligé d'emprunter, etc. Je veux dire, c'est pas pareil. Si le docteur Yves Godard veut se remettre dans le vert, il peut se remettre dans le vert. C'est pas, encore une fois, un Jean-Claude Roman qui lui n'a plus de choix parce que son mensonge va être découvert. Si vous voulez, ce mobile-là, c'est une thèse qui est avancée par plusieurs personnes qui pensent que c'est pour ça. Moi, je le vois pas du tout comme ça. Parce que Yves Godard, il avait largement les moyens de s'en sortir. Dites-moi ce que vous pensez de ça dans les commentaires d'ailleurs. Mais au cours de sa vie, il campe sur ses positions, il déteste l'URSSAF, les cotisations, il en peut plus, et il va rejoindre la CDCA, qui est la Confédération de défense des commerçants et artisans. C'est un mouvement qui dénonce le poids des charges sociales en France, qui regroupe des artisans, des gens qui en ont marre de payer 50% d'impôts, et il va être trésorier
de ce mouvement, de cette association, de 1993 à 1997. Ils organisent régulièrement des manifestations, etc. Donc ça va être un des gros combats de sa vie, en quelque sorte. Et si je vous parle de ça, c'est pas par hasard, parce que Christian Pousset, le président de cette association, figurez-vous, va être assassiné quelques mois après la disparition d'Yves Godard en 2000. C'est une coïncidence très intrigante qui va donner lieu à plusieurs théories et aussi à un livre qui va sortir en 2011 écrit par Éric Lemasson. Donc vous voyez que ça part un peu dans tous les sens. Yves Godard est un personnage assez spécial, mais les découvertes les plus macabres nous attendent parce que maintenant on va revenir et on va s'intéresser à la suite de l'enquête à partir de septembre 99. Donc bon, entre les traces de sang, le voilier disparu, les différents témoignages, les enquêteurs sont un peu perdus, ils voient pas le mobile, ils comprennent rien et ils attendent un petit peu que l'océan, que la nature, que le Seigneur les aide et qu'ils aient un coup de pouce dans cette enquête, et c'est ce qui va se passer. Le 16 septembre 99, quelques jours après la disparition, un gilet de sauvetage appartenant au Nick est retrouvé au début de la Manche, côté français. Et une semaine après, le 23 septembre, cette fois-ci c'est le radeau de survie du Nick. Alors le radeau de survie c'est différent de l'annexe. L'annexe encore une fois c'est pour faire la liaison entre le navire porteur et la terre. Le radeau de survie c'est vraiment quand ton bateau est plein d'eau et que c'est terminé pour toi et que tu t'envoies le petit radeau de survie pour t'agripper en mode Titanic pour survivre. Ce radeau-là va être découvert le 23 septembre. Au début de la Manche, pareil, sauf que lui il est côté anglais. Donc en fait, le gilet de sauvetage retrouvé le 16 septembre et le radeau de survie le 23 septembre sont retrouvés sur la Manche, mais à des côtés complètement opposés. Et là, les enquêteurs vont faire des analyses du courant marin pour voir pourquoi est-ce qu'on retrouve ces éléments à des endroits opposés. Et les analyses vont démontrer que c'est strictement impossible. Que si vraisemblablement le navire a coulé à un endroit, on ne peut pas retrouver un gilet de sauvetage sur les côtes anglaises et le radeau de survie sur les côtes françaises. Avec les courants, ça n'a aucun sens. Surtout qu'en plus, on va retrouver ce radeau de survie qui a été altéré par quelqu'un parce que le toit a été découpé avec quelque chose. Donc, si vous voulez, pour la thèse d'un naufrage à un endroit X, on ne peut pas retrouver tous ces éléments-là à des points A, B, C, c'est strictement impossible. Ces éléments vont donner lieu à une nouvelle thèse, c'est que si on retrouve ces éléments à des endroits qui n'ont aucun sens, c'est que vraisemblablement ils ont été déposés ou jetés par quelqu'un à des moments différents. Et donc à ce moment-là, on suppose que Yves Godard a tué sa femme, qui s'est débarrassé de son corps sûrement dans l'océan. Ensuite, il a voulu avancer la thèse d'un naufrage, il a voulu faire croire à un naufrage. Pour ce faire, à droite à gauche, il a envoyé le gilet de sauvetage ici, le radeau de survie là, etc. C'est pour ça qu'on les retrouve à des endroits qui n'ont pas de sens, si le bateau avait coulé à un endroit précis. Et donc, les gendarmes supposent à ce moment-là que Yves Godard est en fuite, tout simplement, avec ses deux enfants, qu'il a fait croire à la mort de tout le monde au naufrage du bateau et qu'il est en fuite avec ses deux enfants, mais où, on ne sait pas. Et figurez-vous que quelque chose va venir soutenir cette thèse-là, c'est l'arrivée d'un corbeau dans l'affaire. À la fin septembre, les enquêteurs reçoivent une lettre d'un corbeau disant que Yves Godard et les enfants se trouvent sur l'île de Man, en mer d'Irlande. Donc là, dans ce genre d'affaires, on n'a pas le choix, même si ça peut être n'importe quoi. On n'a pas le choix. Il faut quand même explorer cette piste parce que ça va dans le sens de la théorie des enquêteurs, c'est-à-dire qu'ils sont en cavale, que le docteur est en cavale avec ses deux enfants. Donc là, ils foncent sur l'île de Man et l'enquête va être compliquée. Pourquoi ? Parce que déjà, ils ont été devancés par les journalistes. Les journalistes sont là, ils commencent déjà à foutre la pagaille, donc ça va énerver les enquêteurs parce que quand on fait une enquête comme ça, l'effet de surprise, il faut pas que les gens commencent à se faire des films parce qu'il y a des journalistes, parce que ça peut donner envie de faire des faux témoignages après. Quand on voit que c'est une grosse affaire qui attire les journalistes, c'est ça le danger,
c'est que ça peut donner envie à des gens qui s'ennuient dans leur vie de donner des faux témoignages. Donc ça peut tout compliquer. Mais les enquêteurs vont quand même faire leur travail, ils vont interroger plusieurs personnes, et là, coup de théâtre, ils vont montrer les photos d'Yves Godard et des enfants, et il y a quelques personnes qui vont dire « Oui, 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 bien sûr, je les ai vus, ils étaient là il y a quelques jours, ils ont mangé une glace ici, j'étais à ce restaurant-là, ils étaient à la table d'à côté, je les ai vus ici, là, etc. » Ils auraient même séjourné à un des hôtels de l'île de Man. Mais le gros problème dans tout ça, c'est qu'il n'existe aucune trace écrite de la venue des Godard sur l'île de Man. C'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir tous ces gens qui reconnaissent la photo, qui disent l'avoir vue, mais quand les gendarmes vont à cet hôtel où Godard est censé avoir séjourné, sur le relevé des réservations, il n'y a rien. Évidemment, il n'y a pas le nom de Godard, même s'il avait pris un faux nom, il n'y a rien qui semble étrange du tout, il n'y a pas de facture, il n'y a rien, il n'y a aucune trace écrite, une preuve matérielle de la venue des Godard sur l'île. Et alors que les enquêteurs s'apprêtent à partir, ils reçoivent une deuxième lettre du Corbeau qui les envoie cette fois-ci sur l'île de Lewis, en Écosse. Là, les enquêteurs français arrivent sur l'île de Lewis, ils rencontrent les policiers écossais et il va y avoir une scène digne d'un film qui fait froid dans le dos. C'est qu'en fait, les policiers français sont partis à la va-vite et ils n'ont pas eu le temps d'obtenir une commission rogatoire internationale qui leur permettent d'enquêter, parce qu'on ne peut pas comme ça aller dans n'importe quel pays du monde dire bonjour, je suis policier français, je vais enquêter. Parce que quand ils arrivent là-bas, on est en Écosse, et les policiers écossais qui voient quelques flics français arriver, ils leur disent mais écoutez, là on est chez nous. S'il y a un problème chez nous, c'est à nous d'enquêter. Si vous n'avez pas de commission rogatoire internationale, en tout cas. Du coup, situation incroyable, les policiers français vont quasiment être mis en prison. Les policiers français. Alors, ils vont pas être mis en prison dans une cellule ou quoi, ils vont être mis dans un hôtel. Mais dans cet hôtel, en fait, ils vont avoir quasiment interdiction de sortir. Parce qu'ils n'ont pas le droit d'enquêter. Ce qui va être très frustrant, et c'est des affaires d'ego, c'est des histoires d'ego qui font prendre un temps fou, et que c'est encore une fois tous ces problèmes d'administration, de papier. Donc je vous en ai pas parlé, mais au début de l'enquête Godard, il y a la police maritime qui est en concurrence, enfin la gendarmerie maritime en concurrence avec la gendarmerie classique. Enfin bref, c'est très compliqué. Quand ils arrivent en Écosse, pareil, ils peuvent pas enquêter, donc ça complique tout. Mais les enquêteurs français bloqués dans leur hôtel vont quand même réussir à avancer sur l'enquête. Ils appellent tous les commerces de la ville, ils réussissent à sortir illégalement de leur hôtel de temps en temps pour enquêter. Et là, c'est terrible parce qu'il se passe la même chose que sur l'île de Man. Ils montrent des photos et cette fois-ci, les gens sont encore plus enthousiastes à l'idée d'avoir vu les Godard. Il y a notamment une directrice de boutique de souvenirs qui va dire « Oui, oui, formellement, je les reconnais. Ils sont venus dans mon magasin, c'est une certitude, ils m'ont acheté des souvenirs. En plus, je leur ai demandé d'où ils venaient et le père m'a répondu de France. » Ça va être confirmé par plusieurs autres personnes sur l'île de Lewis. Apparemment, les Godard y étaient il y a à peine quelques jours. Mais une nouvelle fois, aucune trace écrite. Donc c'est bien beau, mais ces témoignages ne valent pas grand-chose. Donc finalement, ça en devient schizophrénique pour les enquêteurs qui deviennent fous parce qu'ils vont sur l'île de Man, les gens ont vu les Godard, ils viennent sur l'île de Lewis, c'est pareil. Il n'y a jamais aucune vraie preuve, il n'y a aucune preuve matérielle. Ils ont du mal à enquêter, donc finalement... Ils partent, ils quittent l'île de Lewis en Écosse frustrés. Et à partir de là, c'est ça le problème dans ce genre d'enquête, pareil pour Ligonnès, à partir de là, le docteur Yves Godard va être vu en Afrique du Sud, aux États-Unis, en Australie, au Maroc, je ne sais où. Et tout le monde va le voir partout autour du monde, ce qui va grandement compliquer l'enquête. Mais... quelques dernières découvertes nous attendent. Le 16 janvier 2000, un sac de toile est repêché dans cette zone de la Manche, Bretagne, etc. On va retrouver des documents appartenant au Godard ainsi que l'intégralité du sac à main de Marie-France Godard. Mais la découverte la plus macabre advient le 6 juin 2000 parce qu'un chalutier va remonter dans ses filets quelque chose de bizarre qui s'apparente à un crâne, un petit crâne humain.
Et à ce moment-là, on en est sûr, si le docteur Godard est en fuite avec ses enfants, eh bien, il n'est pas en fuite avec sa fille Camille, parce que Camille est décédée, c'est son crâne qu'on retrouve dans l'océan. Ce qui est intéressant, c'est que ce crâne est retrouvé au nord de l'île de Batz, rappelez-vous, autour de l'endroit où le douanier avait contrôlé le voilier d'Yves Godard, et le jour où ce douanier avait vu un enfant qui dormait de manière assez étrange sur une couchette. C'est autour de cet endroit-là qu'on va retrouver le crâne de Camille Godard. Bien sûr, est-ce que juste après ou quelque temps après le contrôle du douanier, Yves Godard a jeté le corps de sa fille? Bref, on ne sait pas. Une chose est sûre, Camille Godard est décédée. Et entre 2000 et 2006, c'est le mystère. C'est le mystère, c'est la pagaille, c'est des informations à profusion, mais la plupart sont fausses. On retrouve notamment des cartes, alors ça c'est quelque chose mais d'extrêmement intriguant. On retrouve des cartes professionnelles d'Yves Godard, des cartes de mutuelles, des cartes de toutes sortes de choses, des cartes qui lui appartiennent, qui sont déposées sur les plages aux alentours. Et je dis bien déposées, parce que quand ces cartes sont retrouvées, elles sont analysées et elles sont en bon état, si vous voulez. Elles n'ont pas passé 10 ans dans l'océan ou 10 ans dans le sable. Donc quelqu'un, qu'on n'a toujours pas retrouvé à ce jour, s'amuse à déposer des cartes professionnelles d'Yves Godard à droite à gauche sur les plages. Alors moi, j'ai ma petite théorie sur ça. Je pense que c'est un proche de la famille Godard, et je pense que ce proche continue de faire ça pour pas qu'on les oublie et pour qu'on continue d'enquêter, à mon avis. Je pense que c'est pour faire des petites piqûres de rappel à la justice et ne pas leur faire oublier cette histoire-là. Sauf que bon, c'est pas une bonne technique, parce que ça fout encore plus la pagaille, plus que ce qu'elle n'est déjà présente dans cette histoire. Et le 13 septembre 2006, nouvelle découverte macabre, une nouvelle fois, qui là va mettre un stop à beaucoup de théories, parce que on est toujours en mode Yves Godard avec ses enfants. Alors maintenant, pas Camille, ça c'est une certitude, mais Yves Godard est sûrement encore en vie. Alors on peut, voilà, encore une fois, un peu comme Ligonès, il est sûrement encore en vie. 13 septembre 2006, on va repêcher des ossements, un tibia et un fémur. Des analyses vont être faites et il s'agit des ossements d'Yves Godard. Yves Godard est mort. C'est une certitude, on l'apprend le 13 septembre 2006. Ces ossements sont retrouvés dans la fosse des Casquets, c'est un endroit qui est plus profond que d'autres dans cette zone-là. Et donc à la suite de ça, parce que je vous rappelle que le voilier de 9 mètres a toujours disparu. Donc il faut qu'on essaie de le retrouver. Du coup, ils vont faire des recherches, les enquêteurs vont faire des recherches dans cette fosse des Casquets où on a retrouvé le fémur et le tibia d'Yves Godard, pour voir si en fait Yves Godard n'aurait pas tué toute sa famille. Ensuite, il s'est probablement tué lui-même et il aurait fait couler le voilier dans la fosse des Casquets le plus profond possible. Je vous rappelle que c'était un marin aguerri, il connaissait cette zone comme sa poche, parce qu'il savait qu'en le faisant couler dans cette fosse-là, il y aurait peu de chances qu'on le retrouve parce que c'est très profond. Il va y avoir des recherches qui vont être faites, et malgré les recherches, on ne retrouve rien. Et pendant les années qui suivent, c'est des témoignages qui ne mènent à rien. C'est des cartes professionnelles de Godard, encore une fois, qui sont déposées sur des plages, on ne comprend pas ce qui se passe. Le corbeau n'a jamais vraiment été identifié. Il y a un autre corbeau qui est arrivé après qui a dit que Marie-France était enterrée dans un cimetière. Les gendarmes sont arrivés, ils ont creusé, ils ont en effet trouvé à l'endroit indiqué des ossements, mais ils ont été analysés, ils n'appartiennent pas du tout à Marie-France Godard. En 2011, il y a un livre qui est sorti sur cette histoire de CDCA dont je vous ai parlé, dont le président a été assassiné quelques mois après Yves Godard. L'auteur de ce livre avance la théorie comme quoi Yves Godard aurait été tué parce que cette association était trop dangereuse pour je ne sais pas qui, bref. Moi, ça, j'y crois pas trop, personnellement, mais je vous invite à lire le livre si vous le souhaitez. Une chose est sûre, Camille et Yves Godard sont morts, et quant à Marius et Marie-France Godard et le voilier, le Nick de 9 mètres, on ne les a jamais retrouvés, même aujourd'hui, en 2021. Alors je vais vous donner rapidement ma petite théorie, ce que je pense qui s'est passé. Je vous invite à faire de même d'ailleurs dans les commentaires, ça fait partie de ce genre d'histoire où c'est intéressant de voir un petit peu le point de vue de chacun. Pour moi, cette histoire est encore plus compliquée que Xavier de Ligonnès, parce que Xavier de Ligonnès, quand on fait le travail que j'ai fait par exemple pour la vidéo que j'ai faite sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller la voir, tout est possible, mais pour moi,
Chez Ligonès, c'est un mobile, enfin le mobile est financier. Pour moi, c'est l'endettement. Pour moi, c'est le fait de ne pas perdre la face devant sa famille, de voir qu'on va être démasqué, qu'on va devoir annoncer à sa femme et à ses 4 enfants qu'on n'a plus d'argent. Et l'ego, l'honneur, et je ne sais quoi, ne permet pas ça. Donc on préfère tuer tout le monde plutôt que de voir dans leurs yeux la déception. Pour moi, chez Godard, c'est pas ça. Chez Godard, c'est plus compliqué parce que même s'il était endetté, même s'il était en marge de la société, c'est quand même très très léger comme mobile pour péter un câble et tuer tout le monde. À ce jour, je précise qu'il est toujours bien sûr présumé innocent parce qu'il n'y a jamais eu de procès. Moi, je pense, en effet, qu'il a tué tout le monde, qu'il a tué Marie-France Godard dans la maison, qu'il s'en est ensuite débarrassé dans l'océan. Je pense qu'il faut réaliser que le fait d'avoir retrouvé le crâne de Camille Godard et les ossements d'Yves Godard, pour moi, c'est un miracle. Parce que, surtout dans l'océan comme ça, on ne retrouve pas des ossements, je veux dire... est-ce que vous imaginez le nombre de corps, à l'heure actuelle où je vous parle, qui sont présents dans la mer? J'ai la mer devant moi, la mer Méditerranée devant moi, parce que j'habite Nice. Je la regarde, il y a des centaines de cadavres dedans qu'on va jamais retrouver. Peut-être même celui de Ligonès, d'ailleurs. Mais pour moi, c'est un miracle qu'on ait déjà retrouvé les ossements appartenant à Camille et à Yves. Je pense que Marius et Marie-France y sont également. Dans cette zone de Bretagne, de Manche, etc., dans l'océan. Je pense qu'Yves Godard les a bien tués. Maintenant, le mobile, selon moi, parfois il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre et l'être humain cherche toujours une raison. Tout doit être expliqué sans cesse. Au vu du profil d'Yves Godard, au vu de sa mise en marge de la société, de son propre fait, ça démontre quand même une personnalité assez complexe de quelqu'un qui peut faire des choses qui n'ont pas trop de sens au final et qui peut prendre des décisions comme ça, qui peut être très impulsif, qui peut péter un câble. Moi je pense qu'il a pété un câble. Je pense que du jour au lendemain, il n'y a qu'à voir cette photo-là, par exemple, que je vous aurais mis sûrement pendant le documentaire plusieurs fois. On voit dans ses yeux que le mec peut péter un câble. Moi j'en connais des gens comme ça, j'en connais des gens complètement normaux qui d'un coup font quelque chose dont on les pensait jamais capables. Si vous voulez, ce n'est pas impossible. Ce que je dis, c'est que tout n'a pas forcément une raison claire et logique. Et ouais, je pense que Yves Godard a tué toute sa famille, s'est suicidé après parce que du jour au lendemain, il s'est dit en fait non, j'ai plus envie de vivre, j'en ai marre. Et ma famille c'est pareil, parce que je veux pas leur infliger ça. Je veux pas leur infliger ma perte à moi, de les voir peut-être galérer financièrement, peut-être qu'il y avait de l'ego également, dans le sens où si moi je disparais, ma famille aussi va disparaître, ça fait partie de ces hommes-là peut-être. Et voilà, je pense qu'il a transporté je pense que Marie, à mon avis, le fait qu'on ait retrouvé ce sang-là dans la maison, elle a été dans la maison et je pense qu'il l'a transporté en effet bel et bien dans cette housse de planche à voile qu'il a ensuite jetée par-dessus bord. Est-ce que c'était prémédité ou non? Ça c'est aussi une belle question. Le voilier a été réservé le 17 août. Et Yves Godard a quand même pris des rendez-vous complètement imaginaires la semaine du 1er au 5 septembre. Ça prouve bien qu'il voulait tromper sa secrétaire, qui était sa femme Marie-France. Il voulait la tromper. C'est un bel élément pour dire quand même que c'était prémédité. Donc voilà, pour moi il a tué Marie-France dans la maison. Puis ensuite, il a amené ses enfants sur le bateau. Il les a tués. Comment est-ce qu'il les a tués? On a retrouvé de la morphine, peut-être je sais pas si on peut faire une overdose de ça, je pense que oui, à vous de me le dire dans les commentaires. Et il s'en est débarrassé, il s'est tué lui, il a coulé le bateau dans la fosse des Casquets, il me semble, dans la fosse des Casquets, pour ne pas qu'on le retrouve, et voilà. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Pour quel mobile? Il a pété un câble, et on n'est pas obligé de trouver une explication logique parce que selon moi on va chercher longtemps parce qu'il n'y en a pas. À mon avis c'était juste un mec qui a pété une durite et qui a cessé de fonctionner logiquement du jour au lendemain. Dites-moi vraiment votre avis dans les commentaires. À mon avis c'est vraiment, il y en a sûrement beaucoup qui sont pas d'accord avec moi, c'est le genre d'histoire où ça part dans tous les sens. Donc je serais ravi de vous lire. Abonnez-vous à la chaîne, encore une fois c'est très important ce que j'ai dit en début de vidéo, c'est très frustrant avec YouTube parce que toutes mes vidéos sont démonétisées, donc c'est démotivant. Vraiment, parfois c'est assez compliqué, mais écoutez, je perds pas ma motivation malgré tout. Je continue avec plaisir, mais abonnez-vous, c'est le seul moyen de contrer la démonétisation et le fait que l'algorithme prenne peu en compte les vidéos qui sont démonétisées.
Je vous remercie les amis, passez une bonne semaine, une bonne soirée, une bonne journée. On se retrouve bientôt pour le prochain dossier. N'hésitez pas à me suggérer des affaires dans les commentaires que vous aimeriez que je traite. Godard, c'était quand même un sacré morceau. Et encore, il y a des informations que je n'ai pas données parce qu'on peut pas tout donner tout simplement. Donc si jamais vous en avez des supplémentaires, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt. Restez safe, prenez bien soin de vous et salut à tous.